Né dans un des quartiers les plus pittoresques du port de Sète, Jean-Raymond Bessil eut le privilège de poser son premier regard sur le spectacle féerique offert par les jeux de lumière qui transforment à chaque instant le ciel et la mer. Ses premières émotions sont toutes poétiques. Son regard est un poème. Espace de lumière où le ciel et la mer se mêlent, ces silhouettes apparaissent et disparaissent comme des vaisseaux fantômes. La lumière les envahit, les absorbe, puis se dérobe à notre regard. La fin du jour enveloppe les bateaux. Un nuage de fumée s'élève dans le ciel, l'orage vient. Les reflets dans l'eau participent aussi à cette vision fantomatique. Il n'y a aucune affectation dans la peinture de Jean-Raymond. Il modèle les éléments comme s'il s'agissait de la réalité. Il peint le vent, la houle, les embruns, la lumière, avec des grands coups de pinceau et de spalter comme pour les maîtriser, et soudain la réalité s'impose et devient peinture. La transmutation de la matière se réalise. Un chiffon imbibé d'essence de térébenthine dans une main, un gros spalter dans l'autre, ses lunettes remontées sur son front. Pour tous ceux qui ont connu Jean-Raymond dans son atelier, l'image est récurrente. Pourtant, comme tous les vrais artistes, l'accès de son atelier a toujours été réservé à une poignée de privilégiés. La pudeur de l'exercice exige une retenue qui fait partie de l'acte créateur. C'est seul face à lui-même, à ses certitudes et à ses contradictions, habité par le doute, dans une émotion euphorisante d'incertitude, que l'artiste transmute la matière et communique avec Dieu. Derrière ses épaisses lunettes et son regard très bleu, empreint d'une grande émotion, il était dans ses ateliers successifs le maître incontesté de la matière. Il croisait avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux, pour que s'accomplisse le prodige de ses mains et de ses pinceaux. Sa peinture est le fruit d'une pensée structurée, mûrement réfléchie et philosophique, à l'encontre de l'instinctif. Sa création est toujours impulsive et définitive. Après une longue séance de création dans son atelier, le résultat était à hauteur de ses aspirations, ou n'était pas. Il persévérait ou détruisait, effaçait et recommençait parfois dans une satisfaction toute relative. Il voulait que son idée transcende la toile. On n'a pas cessé d'évoquer l'admiration de Bessil pour Turner ou de Stahl. On fait plus rarement référence aux constructions de Claude Lorrain.
Et en 1959 déjà, Jean-Jacques Lévesque pouvait dégager dans un article de la Revue des Arts la leçon de rigueur qui situe dans une même lignée Cézanne, Villon, De Staël et Bécile. Chaque fois que j'ai fait un tableau, je ne me souviens pas comment je l'ai fait. Je m'en souviens d'autant moins que la toile est réussie, car dans ces moments de mouvement de ma peinture m'entraîne et se développe presque à mon insu. Je travaille d'abord sur nature et sur un thème bien défini, les étangs par exemple, et par des moyens très divers, la vie, dessin, peinture. Je prends ainsi possession de mon sujet, mais à des niveaux très divers. Ces travaux, je ne les considère que comme des exercices, car je demande au tableau autre chose. Lorsque j'aborde la toile en atelier, le plus bon pour moi, et le plus difficile, est de me trouver dans un état de disponibilité. Je fais le vide et j'oublie tout, en ne faisant affleurer à ma conscience qu'un besoin très élémentaire de poser certaines couleurs, certaines formes. C'est un mouvement de peinture qui doit me renseigner sur mes intentions. Pour peindre, il faut que j'éprouve d'abord et avant tout une certaine joie, une qualité d'émotion à faire succéder ce glacis, cet empattement, cette superposition de couleurs. Lorsque j'ai trouvé le mouvement dont j'ai authentiquement besoin, la peinture me fait découvrir ma vision du monde. Les exercices faits sur nature me servent alors, mais les mouvements se succèdent par une sorte de mémoire oubliée, et je reconnais le sujet que lentement et en reculant le plus longtemps possible, le surgissement de la vision des choses. La rencontre aux environs de 1943 de la peinture de Bazaine et de Manessier a été importante, mais moins déterminante que les voyages que j'ai pu faire, et surtout un voyage à Venise où j'ai rencontré la lagune vénitienne et Guardi. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie à ce moment-là. Un voyage sur la lagune pendant une journée entière est pour moi un souvenir inoubliable et qui m'a marqué profondément. L'eau, le ciel et l'atmosphère ne faisaient qu'une seule et même chose. J'ai eu tout à coup la révélation qu'il en était de même pour toutes les choses en apparence les plus différenciées, tout se tenait. Le monde se présentait à nous sans faille, dans une même continuité, comme une immense symphonie. Jean Raymond avait pour habitude, pour peindre, de relever ses lunettes sur son front, comme pour supprimer un obstacle entre son rêve et sa peinture. Il peignait avec son esprit, avec un regard tentant de transcender une réalité lointaine, difficile à saisir, l'impression d'un moment accroché au souvenir, un moment de bonheur, un moment d'extase, de conversation avec les dieux. Il peignait dans le frais, sans repentir. Il saisissait l'impalpable, le non-visible, ce qui fait partie du fugace,
et il posait sur la toile l'impression de son rêve. J'aborde le thème avec le souci de trouver non tel aspect particulier de l'arbre ou du nuage, mais avec le souci constant d'aborder un phénomène lumineux saisi dans sa totalité, dans sa continuité. Je ne vois que des cadences, des frissons, des ruptures, des articulations. Je m'efforce de ne pas voir les choses, les objets, pour ne saisir que le caractère musical, féerique, d'éléments liés d'une façon absolue les uns aux autres, au point qu'ils apparaissent comme un tout. Je ne peins pas les objets dans la lumière, mais le phénomène lumière-objet pris dans son ensemble. Voilà pour moi le sujet.